Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Spécial Contes et légendes aujourd'hui. Mm-hmm. Un peu pour faire temps des fêtes en ce début décembre. J'ai sorti un peu ma chemise qui fait un peu Noël, bûcheron. J'apprécie l'effort. Et moi de même, j'ai mis ma petite chemise bûcheron et Un petit chandail de souper de famille de Noël. un petit pull de Noël. Très bien. Alors, quelqu'un veut commencer? En fait, disons spécial Contes et légendes, mais surtout basé sur la chasse-galerie de Honoré Beaugrand, évidemment. Ouais. Donc, qui veut se lancer? Oui, je peux y aller. Ah oui, excusez-moi. Que veut dire Contes et légendes pour toi dans ton parcours de lecteur? Oui. En fait, au secondaire, j'ai pas du tout croisé la chasse-galerie. OK. Primaire non plus. C'est par après, quand j'ai terminé mes études, que je me suis davantage lancé là-dedans. Donc, ce qui est assez parlant quand même, parce que c'est une œuvre qui résonne quand même. Tu sais, on en parlera tantôt, mais tu sais, qui a été reprise dans des films, des chansons, dans la culture populaire. Puis moi, je ne l'ai pas du tout croisé. Fait que, tu sais, je le connaissais de nom, en quelque sorte, mais sans plus. Et quand j'ai commencé à enseigner en français au secondaire, moi, je l'ai intégré en secondaire 3 où il y a les contes et légendes. C'est un livre qui est globalement apprécié par les élèves, justement, parce que c'est des choses qu'on connaît. Ouais. On a déjà entendu ces histoires-là sans nécessairement être capable de pointer le doigt exactement du moment où est-ce qu'on l'a vu. Là. Donc, ça ressemble à ça, grosso modo. J'ai quand même toujours eu un certain attachement en raison de ça, justement, qu'on le connaît sans le connaître. Là. C'est vraiment un livre culte, là, des histoires cultes. Donc, ça ressemble à ça, toi, Pierre? Moi, ça remonte à quand même longtemps. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, je fais un rappel de mon primaire. Mais moi, c'est en troisième année. En troisième année du primaire, on avait lu La Chasse-Galerie, puis on avait fait une pièce de théâtre avec ça. Ah ouais? Oui. Donc, on avait présenté, puis là, à la fin, il y avait la chanson de la bottine souriante, Martin de La Chasse-Galerie, etc. Fait, oui, ça fait quand même longtemps, moi, que je connais cette histoire-là. Je l'avais donc déjà lu. Mais j'étais quand même content de pouvoir me replonger parce que j'avais déjà lu juste l'histoire de la chasse-galerie, mais le reste du livre, je l'avais jamais lu intégralement parce qu'il y a d'autres contes qui sont mis dans le livre de Honoré Beaugrand. Ouais. Moi, c'est un peu comme toi, David. Avant le cégep, donc le collégial, là, avant de rentrer à l'université pour les non-québécois qui nous écoutent, j'avais jamais entendu parler du livre de Beaugrand, mais évidemment, c'était dans mon imaginaire la chasse-galerie. Notamment à cause de la magnifique chanson de Claude Dubois. Mm-hmm. Donc, c'est rentré un peu comme ça dans mon parcours par la chanson de Claude Dubois, mais j'avais jamais lu, je m'étais jamais nécessairement intéressé à cette légende écrite-là, écrite par Beaugrand notamment, mais il y a différentes versions, évidemment, comme tous les contes. Puis c'est au cégep. Et puis là, je sais pas si ça va parler à des gens, mais on a lu ce livre-là, nous, au cégep, Contes et légendes du Québec, de Chenelière Éducation, Beauchemin, Chenelière Éducation. Puis je l'avais dans ma bibliothèque, puis je l'ai perdu. Donc, je suis retourné le chercher à la bibliothèque. Puis c'était vraiment bon. Je me souvenais pas à quel point c'était bon à ce point-là. Toute la partie sur l'histoire du conte, la morphologie du conte, les mythes dans les différents contes québécois, c'était vraiment, vraiment très bon. J'ai relu cette partie-là avec grand plaisir, mais sinon, honnêtement, c'était vraiment pas dans mon parcours de lecteur, outre évidemment le cégep comme plusieurs. Là. Donc, ben voilà, rentrons plus avant dans le vif du sujet. Commençons parce que, bon, comme on l'a dit, le titre du recueil est certes La Chasse-Galerie, mais il y a plusieurs contes. Mais je propose tout de même qu'on commence par le conte de La Chasse-Galerie en tant que tel. Ben oui. Alors, David, je t'en prie. On va commencer par c'est quoi l'histoire de la chasse-galerie, même si elle est quand même très connue. C'est un bon début. C'est Joe le Cook qui se retrouve, qui est sur un chantier, qui se retrouve, c'est la veille du jour de l'an, n'est-ce pas? Et il raconte son histoire, il dit il y a quelque chose comme 70 ans, ou peut-être pas tant que ça, je pense. Non, parce que lui était jeune, Ouais, donc c'est peut-être 40 ou donc, 50. un certain moment, parce qu'évidemment, on peut s'imaginer qu'à cette époque-là, donc on parle du 19e siècle, au Québec, on est sur un chantier, on coupe du bois,
pendant le temps des fêtes, on est seul, on est loin de notre famille, il y a un sentiment de solitude important. Donc, on raconte des histoires et Joe le Cook décide de raconter sa propre histoire. Donc, de dire, il y a plusieurs années de ça, dans la même situation où on était, on s'ennuyait de notre blonde, de notre amoureuse, de notre famille, de nos amis. Et évidemment, on est pris au piège. On est pris au piège dans la forêt, sur le chantier. Mais il y a un moyen de retourner à la maison avec sa blonde, c'est de faire un pacte avec le diable, de faire le pacte de la chasse-galerie, qui va faire en sorte que le canot puisse... Donc, on se met 8 dans un canot, on fait une incantation, le canot s'élève dans les airs, et après ça, on va à toute vitesse jusqu'à la maison. Donc, ça ressemble un peu, grosso modo, à ça, le synopsis. On va aller plus en profondeur, sans doute, là, mais je pense que ça fait le tour dans un premier temps. Absolument. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. Oui, Pierre? Oui, déjà, moi, ce que j'ai aimé dans ce conte-là, puis dans les autres contes aussi en général, là, mais c'est à quel point Honoré Beaugrand est vraiment capable de situer les contes vraiment dans l'histoire, puis d'enraciner ça vraiment dans l'histoire du Québec, avec plein de références réelles. Tu sais, c'est les vrais villages, les vraies villes du Québec qui sont là. Puis il y a toujours des éléments véridiques qui sont là-dedans. Comme là, pour la chasse-galerie, il nous dit que c'est précisément la veille du jour de l'an 1858. On est dans les chantiers Ross en Outaouais. Tu sais, la famille Ross, c'est vrai qu'ils possédaient des chantiers comme ça, puis etc. Tout ça est réparti un peu à travers ces contes. Puis il y a toujours un élément de vérité. Il y a des choses qui rendent ça un peu vraisemblable, même si d'autres éléments, évidemment, non. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ça dans le conte de Beaugrand. C'est la distinction entre le conte et la légende. Hein. Donc, le conte, c'est... Tout le monde accepte que c'est farfelu, que c'est de la fiction, alors que la légende, on mélange les deux. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un cadre, un environnement réaliste, donc avec justement des villes qu'on connaît, des dates, pour justement donner ces éléments-là. Et aussi, on remarquera dans plusieurs légendes dans le récit, dans le livre, dans le recueil, merci, les personnages tentent de donner des preuves que c'est arrivé pour de vrai. Dans le cas de Joe le Cook, c'est un peu plus compliqué, mais sa preuve, en quelque sorte, c'est que lui, il l'a vécu. Mais on le dira probablement sans doute plus tard, là, mais on va avoir des reliques, des artefacts pour montrer, voyez-vous, si c'est arrivé pour vrai. Donc, justement, on essaie, la légende, c'est le principe de ça, on essaie de montrer que, regarde, croyez-y, là, c'est arrivé pour vrai. Là. C'est arrivé pour vrai, mais il y a tout le temps, il y a souvent un élément qui vient comme alimenter notre incrédulité, notamment l'ébriété. Tu sais, dans la chasse-galerie, mais dans plusieurs contes, les gars sont sous. C'est des histoires de brosse. Exact. Les gars sont sous, ils se réveillent, puis là, c'est arrangé. Comme par exemple, dans la chasse-galerie, il faut qu'il soit arrivé avant le lever du soleil, de mémoire, et qu'il ne croise pas de clocher d'église. Il ne faut pas qu'ils touchent à une croix à la tête d'un clocher, et ils n'ont pas le droit de nommer Dieu aussi pendant qu'ils sont dans le canot. Juste, ouais. Et puis là, il y a Ils doivent arriver à l'heure. Ils doivent arriver à l'heure. Et là, il y a celui qui mène le canot, qui est complètement sous, puis qui fait chavirer le canot. Et là, les types se réveillent et ils sont arrivés au camp et tout est beau. Le diable n'a pas volé leur âme. Donc, on joue avec notre incrédulité et l'alcool est souvent de la partie. Avant d'envoyer ma petite pique là-dessus, quelque chose à dire sur l'alcool, tout se hochait de la tête. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est Baptiste Durand, le personnage, le méchant de l'histoire, en quelque sorte. C'est lui qui va convaincre Joe de dire, regarde, on va refaire la chasse-galerie, on va aller voir nos blondes. Puis il dit, regarde, c'est super facile, on a une couple de règles à respecter, c'est super facile. Et évidemment, celui qui dit que c'est super facile à respecter ne les respecte pas. Le pas fiable. Exactement, la figure du pas fiable. Et donc oui, la place de l'alcool, c'est super important. Que c'est
ça a été quand même un gros problème dans le Canada français, dans les colonies en général. Beaucoup d'alcool, des milieux aussi très masculins, beaucoup d'alcool. Ouais. Ça peut apporter certains problèmes. Des milieux dominés aussi, hein? Tu sais, le Canada français dominé par la couronne britannique. Les Irlandais, c'est la même chose, dominé beaucoup. Tu sais, la culture de on se pète la face avec l'alcool pour oublier notre. Ouais, excuse-moi. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Et donc, ils n'ont pas respecté le pacte, n'est-ce pas? Et une des lectures qu'on peut faire de ça, donc ils n'ont pas respecté le pacte, mais en même temps, ils sont toujours vivants, puis il n'y a personne qui est allé en enfer. Et une des lectures qu'on peut faire, en fait, c'est pas de moi, je l'avais lu dans une littérature secondaire, là, qui avait dit, c'est-à-dire que l'enfer, c'est le chantier. Donc, ils sont en enfer. Ah, c'est génial! Je trouvais ça bon. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas le pacte, ils se ramassent en enfer. Donc, on tient pour acquis, ils vont décéder, ils vont aller voir le diable. Mais non, le chantier lui-même, c'est l'enfer. Loin des gens qu'on aime, mal payés, travail dur, plusieurs personnes se meurtrient ou meurent sur le champ. Ah, le froid. Le froid, j'y avais jamais pensé. Non, moi non plus. C'est brillant. Ouais. C'est vraiment brillant. Ouais. Ouais. Donc, c'est une manière de faire la lecture, mais à nouveau, c'est-à-dire que le lecteur moderne que nous sommes, on se dit, tout ça, finalement, on sait bien là, que tu n'iras pas en prison, tu n'iras pas en enfer. Là. Ouais. Mais je trouvais que c'était une lecture originale. Ouais. Ben moi, j'ai une petite critique à apporter sur l'utilisation de l'alcool dans les contes et légendes. Vas-y. Ça m'a vraiment... ça m'a agacé parce que j'ai eu l'impression que s'il n'y a pas d'alcool, on n'a pas de plaisir. Tu sais, souvent, on va en reparler, mais pas la bête à grand queue, par exemple, tu sais, quelqu'un qui est sous là-dedans. Puis, je sais pas, si on boit pas, il se passe rien, tu sais. Il faut qu'on soit sous pour que il nous arrive des choses incroyables. Puis non, ça vous a pas. Moi, ça m'a agacé. Puis ça m'a rappelé, tu sais, comme l'adolescence, début adulte, là, où comme l'alcool, ça devient un peu le centre de. Puis on a du fun parce qu'on boit. Puis je trouve que. Mais là, le truc, c'est que c'est des adultes. Puis c'est écrit par un adulte. Fait que, ce qui est correct, c'est à 17 ans de dire on boit pour avoir du plaisir, tu sais, mais j'ai trouvé que boire pour qu'il nous arrive des trucs par des hommes constitués, je trouve ça un peu enfantin. Moi, j'ai trouvé que peut-être que ça rendait compte de la morale de cette époque-là. Dans le Québec du 19e siècle, très catholique, ultramontain, donc très tourné vers la tempérance aussi, puis toutes les vertus qui sont enseignées, etc. En général, l'Église catholique n'interdit pas de boire de l'alcool, mais quand même, il y avait un souci de faire attention à l'excès, puis etc., puis au contrôle. Donc, puis il y avait aussi, en même temps, à côté de ça, sans doute une culture populaire de, oui, OK, on va à la messe, etc., on suit les règlements, mais entre nous, une fois de temps en temps. Donc, quand il y a la fête, quand il y a du plaisir, quand il y a des moments où ils se sortent des exigences de la vie quotidienne, assez souvent, ça va tomber vers l'excès et vers des choses comme ça. Puis assez souvent aussi, il va y arriver toutes sortes de conneries puis toutes sortes d'erreurs. Moi, j'ai pas été très choqué du fait ou très agacé par le fait qu'il y ait toujours de l'alcool qui soit impliqué dans leur fête ou dans leur moment de plaisir, disons. Non, mais c'est pas la présence de l'alcool, moi, qui m'embête, là, évidemment. Là. Mais c'est comme l'alcool comme déclencheur l'alcool comme déclencheur et élément nécessaire à ce que quelque chose d'extraordinaire nous arrive, d'une certaine manière. C'est juste ça qui m'a agacé, mais c'est pas. Je n'ai pas lancé le livre au bout de mes bras. Est-ce que tu es payé par Éducalcool pour nous dire ça? C'est quoi? Non, parce qu'on en reparlera tantôt, mais j'ai amené de la bière. Mais oui, ce sont des légendes. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que on essaie de prescrire un comportement, ou du moins on essaye d'en proscrire peut-être davantage. Là. Donc, ce sont il y a vraiment une morale claire dans ces récits-là. Et même à la fin de la chasse-galerie, là, Joe Leco qui dit « Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Donc, autrement dit, écoutez, si vous êtes sur un chantier à Noël au jour de l'an, soyez patient, ça va venir. » C'est un peu ça. Donc, ces récits-là sont très orientés vers la prescription d'un comportement. Puis moi, ce qui m'a aussi
frappé, mais pas sur le coup, plus en y réfléchissant, et ça va être extrêmement banal ce que je vais dire, mais un canot qui vole, c'est incroyable. Non, mais c'est stupide, hein? Mais c'est parce que nous, on prend l'avion, on voit des montgolfières, il y a des deltaplanes, les gens sautent en parachute. On a comme défié la loi de la gravité par la technologie. Mais un des plus vieux rêves de l'homme est de voler. Et le conte a été dit, a été raconté, et le conte a été écrit avant que l'avion soit inventé. Donc, je me suis rendu compte à quel point je négligeais la part fantastique du conte en me disant, un canot qui vole, c'est comme un avion qui vole. Tu sais, il n'y a rien là. Mais comme au 19e siècle, non, il n'y a pas rien là. C'est comme un canot qui vole et qui parcourt des distances à très grande vitesse. C'est un des plus vieux rêves de l'humanité qui n'a pas encore été concrétisé par la technologie. Tellement pertinent. Fait que je sais pas, ça m'a frappé. Ben oui. Parce que ça m'est toujours apparu comme normal, même quand j'étais plus jeune, j'avais entendu la chanson de Claude Dubois, puis que, on parlait de la chasse-galerie, puis un canot qui vole, c'est pas différent d'un avion qui vole, mais je comprends pourquoi ça a été le cœur d'un mythe, parce que ça concentre en son sein, une envie de plurimillénaire, tu sais. Tu parles de mythe. Je pense que c'est pertinent de le dire aussi que Beaugrand a écrit ça, il l'a mis sur papier, mais il y a une foule d'autres variantes aussi de cette histoire-là. Il y a eu plein d'autres versions, même que généralement, il y en a une qui est encore plus connue, qui est que les bûcherons, ils réussissent pas à rentrer à temps. Puis qu'ils sont pris dans le ciel constamment à devoir errer dans leur canot. Puis c'est ça un peu leur condamnation. Je l'avais jamais entendu. Moi, c'est la version que j'avais le plus souvent entendue, même à part le texte de Beaugrand. Est-ce que c'était celle de votre pièce de théâtre? Notamment, oui, notamment. Mais oui, donc il y a une autre version assez courante, c'est qu'ils réussissent pas à arriver. Puis leur punition, parce qu'ils ont vendu leur âme au diable, le diable les condamne à être dans le ciel pour l'éternité, puis toujours dans leur canot, sans jamais pouvoir revenir sur Terre. Ah, cette version-là aussi. Je la savais pas du tout. Il y en a plusieurs, mais un autre élément particulier, c'est le nom chasse-galerie. Oui. Ça veut dire quoi, ça, là? Et l'origine n'est pas claire du tout. Les changements au fil des siècles, des décennies, c'est pas du tout clair. Mais dans le langage courant, par exemple au 19e siècle, au Québec, la chasse-galerie faisait un peu référence à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que chasse-galerie, c'était des bruits un peu bizarres, un peu insolites que tu pouvais entendre. Par exemple, là, que, je sais pas, tu es chez toi, puis là, t'entends quelque chose dehors. Là. Ah, c'est la chasse-galerie qu'on entend. Donc, c'est comme des bruits bizarres, insolites, qui font référence à quelque chose de paranormal, si on peut le dire comme ça. Il y en a qui ont évoqué galerie, est-ce que ça provient de galère? Être en bateau, être en galère, tout ça. Chasse-galerie aussi fait référence aussi à un groupe de personnes bruyantes. Donc, tu sais, par exemple, dans un bar, là, une gang de gars qui débarquent, bruyants, désagréables. Ça, c'est la chasse-galerie. Mais pourquoi... C'est pas clair du tout. C'est pas clair comme du tout. Tout ce qui est très au compte. Exactement. Et il y a aussi je pense qu'il y a un français, c'était Galerie avec un Y. C'était un espèce de seigneur, je pense, là-bas, et que l'origine est de là aussi, de la France du 17e siècle. Là. Donc, il y a comme toute une histoire par rapport à ce mot-là de chasse-galerie, et la conclusion n'est pas claire du tout. Okay. Donc, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, c'est décevant. Puis, tant qu'à parler des différentes déclinaisons du conte, moi, je voulais parler un peu de la chanson de Claude Dubois. Que... Tu allais nous la chanter, c'est bien ça? J'ai justement les paroles. Alors, David, musique. Non, elle est vraiment très belle. Donc, faites pause. Allez l'écouter. Maintenant que vous êtes revenu, je la ferai pas au complet, mais cette version-là, c'est que, justement, ils n'arriveront pas à temps. Le diable arrive pour emporter leurs âmes. Et, ça finit ici, le plus jeune d'entre eux, le plus méfiant, le plus peureux, gardait comme un bijou précieux une prière à tuer les diables de la terre. Et quand il l'eut enfin cité, comme des étoiles furent soudainement libérées devant leur cabane isolée.
C'est-à-dire que là, il tombe pas sans connaissance, il se réveille pas, tout est beau, il reste pas dans le ciel. C'est que le plus jeune, puis il y a un clin d'œil à ça dans le film, on y reviendra, le plus jeune a une prière, justement, qui est capable d'éloigner le diable. Mais surtout, le contenu est très bien, mais la chanson, j'insiste, elle est très, très belle. Claude Dubois a une voix incroyable. Je suis été le voir en spectacle cette année. Il se tenait à 3 pieds du micro et c'était quand même une voix. Puis je pense qu'il est passé 70 ans. Là, c'est franchement impressionnant. Mais bref, magnifique chanson, je l'adore. Oui, vraiment. Et c'est une chanson, aujourd'hui, avec je pense, la radio, et c'est sans doute encore plus vrai avec TikTok, on est habitué au refrain. Ouais. Et là, ici, on est vraiment... C'est un poème. C'est un poème. C'est une histoire chantée. Ouais. Donc, moi aussi, c'est une des très belles chansons. Puis, je ne sais pas si vous voulez vous plonger dans le film. Moi, j'ai plusieurs... Oui, vas-y. Ouais. L'avez-vous vu récemment? Récemment, non. Je l'ai vu quand il est sorti. Ça fait presque 10 ans, 9-10 ans qu'il est sorti, le film. 2016, oui. C'est ça. Donc, ça fait bientôt 10 ans. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je l'ai pas revu depuis. D'accord. Est-ce que tu avais aimé? De mémoire, oui, quand même. C'était, ça m'avait pas jeté par terre, mais oui, c'était un bon divertissement, j'avais trouvé. En fait, ce qui est intéressant dans le livre, dans le film plutôt, c'est qu'on s'intéresse à ce qui se passe au village. Oui. Alors que dans le récit, si on se rappelle, là, Chasse-Galerie, c'est comme une 20aine de pages, là, quelque chose comme ça, même moins. Là. On s'intéresse strictement aux bûcherons, mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en ville. Et pendant qu'ils sont au chantier, ben la blonde de Joe LeCook, elle se fait courtiser par d'autres, finalement. Là. Donc, il y a cet élément-là d'intrigue qui est ajouté. Oui. Ben, moi, je voulais justement parler de ça. Vas-y. Moi, j'ai trouvé que ça... J'ai adoré le film. Esthétiquement, c'est vraiment très beau, c'est sombre. Tu sais, on voit la vraie... Ben, je sais pas si ça ressemblait vraiment à ça, la vie sur les chantiers, mais ça semble dépeindre très, très bien la vie sur les chantiers. La bouffe a l'air immonde, il fait froid. Puis voilà, c'était un très beau film. Moi aussi, ça m'a diverti, j'ai adoré ça. Mais il y a un truc là-dedans qui est récurrent dans la culture québécoise, c'est le fond anti-intellectuel. Le fond anti-intellectuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que le film de La Chasse-Galerie? C'est une dame jolie et commerçante. C'est celle qui possède... elle est couturière, elle possède la mercerie, je pense qu'on appelle, qui se fait courtiser par 2 hommes. Le notable du village, qui est soit notaire, soit avocat. Enfin, il a fait son droit. Il adore la musique classique, tout comme elle. Il lit des livres, tout comme elle. Il est élégant. Il a un prestige social. Mais il est dépeint comme le pleutre. Lui, il est emmerdant. On l'entend parler, on le voit, puis il nous dégoûte presque. C'est l'intello, il est nul, il n'y a pas une femme qui veut de lui. Puis, tu sais, on veut pas qu'il gagne parce qu'il est antipathique. Et, voilà. Tandis que l'autre, il est endetté, il travaille ses chantiers, mais il est beau. Il est pas fiable, mais il est beau. Puis c'est avec lui que la jolie dame tombe en amour et c'est à lui qu'elle reste fidèle. Et bon, non. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que d'abord, évidemment, c'est un conte, là. Je fais juste comme brasser la cage pour vous faire parler, là, mais d'abord, le mariage au 19e siècle est une unité de survie. Donc, une commerçante s'allie au notable du village. Elle ne s'allie pas avec le bûcheron qui est endetté, d'une part. D'autre part, à un moment donné dans le film, le notable amène... je me souviens pas de son nom, qui est joué par Caroline Davernas. Comment elle s'appelle? Enfin, c'est pas important. Oui, c'est important, mais je m'en excuse. Il l'amène à l'opéra ou voir un spectacle de musique classique et elle pleure parce qu'elle adore la musique et elle est émue aux larmes. Et, mais vois-tu,
c'est pas grave parce que elle aime mieux le Soulon dans le bois. Tu sais. Ça m'agace. Ça m'agace parce que l'image qui est renvoyée, c'est évidemment le courailleux est tellement plus désirable que l'homme de lettres, que l'homme avec une certaine élégance, que l'homme éduqué, que l'homme qui s'intéresse à la grande musique. Je trouve ça franchement agaçant. Je sais pas ce que... Oui, tu as raison, mais il y a un autre mythe là-dedans aussi qu'on pourrait qualifier un peu de La Belle et la Bête, là, c'est-à-dire qu'elle voit le potentiel dans le bûcheron, tu sais. Elle veut le sauver. Elle veut le sauver. Ouais, donc, il y a un peu de ça aussi. Mais oui, c'est quand même, ce que tu soulignes là, c'est extrêmement juste et on le retrouve quand même dans plusieurs films. Il faut être un peu iconoclaste, puis là, le statu quo, il n'est pas enviable, alors que tout le monde sait que finalement, dans le concret, justement, comme tu dis, la couturière aurait choisi le notable. Oui. Puis, c'est ça, mais c'est dans plusieurs histoires, mais surtout plusieurs histoires du Québec, du Canada français, comme le Survenant, par exemple. Le courailleux, c'est celui qui est il a été dans le Nord. Il a été dans le Nord. Il est donc attrayant. Ou les filles de Caleb. C'est pas l'enseignant lettré qui parle bien qui se fait choisir par celle qui est jouée par Marine Orsini. J'ai une très mauvaise mémoire. C'est pas Émilie Bordelot? Émilie Bordelot, voilà. C'est pas elle qui c'est pas lui qui a choisi Émilie. C'est Roy Dupuis qui est pas fiable et qui finit par déserter sa famille. Enfin, ça m'agace. Il y a ce fond anti-intellectuel dans la culture québécoise et je trouve qu'elle était incarnée dans le film. Et il y a un passage, moi, qui m'a fait enrager. C'est Joe, dans le film. Il est sous, évidemment. Et là, il reçoit pas de lettre de sa belle depuis longtemps. Là, il est sous et il dit, en colère, « Elle aime les belles affaires, les livres, les belles robes pour aller en ville. » Ouais. OK. Elle aime les livres, elle aime les belles robes, elle aime les belles affaires. C'est correct. On n'est pas obligé d'habiter dans une cabane en bois rond avec comme l'étoffe du pays. On n'est pas obligé d'être à ton niveau. Ah, ça me fâche. Ouais. Voilà. Mais je rappelle, j'ai adoré le film. Oui, absolument. Il y a d'autres petits éléments que je voulais ajouter. Peut-être on en avait parlé juste avant d'enregistrer, là, mais la distinction entre l'oralité et la littérature. Parce que, faut-il le rappeler, c'est une légende qui, l'objectif premier à la base, c'est que ça soit raconté autour d'un feu, par exemple. Et là, les auteurs Beaugrand n'est pas tout seul, là, mais plusieurs auteurs du 19e siècle essaient de reprendre ces histoires-là qui étaient bien présentes dans le folklore. Et il y a une postface de François Ricard qui est assez intéressante, qui parle des auteurs canadiens qui ont voulu transposer le vaste fond imaginaire issu de la tradition populaire. Il parle des délicieuses histoires du peuple. En fait, il cite quelqu'un d'autre en disant ça. Donc oui, donc ces auteurs-là, Louis Fréchette est là-dedans, ont voulu reprendre des histoires qui existaient déjà et de les faire entrer dans la littérature. Et ça pose quand même certains problèmes. Là. Peut-être, Pierre, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, c'est François Ricard qui a fait une postface à la fin du livre. J'ai trouvé ça quand même intéressant comme ajout, comme réflexion sur tout ça. Il y a un passage, moi, qui m'avait marqué, je l'ai pris en note, où Ricard écrit dans la culture traditionnelle, en d'autres mots, une légende n'est pas d'abord constituée d'une histoire, mais bien d'un vaste répertoire de variations narratives autour d'un thème minimal commun. Puis, fait que ça, c'est quand même pertinent de se rappeler ça parce que là, oui, Beaugrand a mis sur papier quelque chose, mais au fond, des versions de ces histoires-là, il y en a plein, puis ça va évoluer aussi avec le bouche à oreille, puis au fil du temps, d'une génération à l'autre. Donc, il y a une tension entre le récit traditionnel qui est raconté par la tradition orale versus ce qui est mis par écrit, qui est nécessairement fini. C'est fait, il y a un point à la fin, puis c'est la fin de l'histoire. Il y a une tension entre les deux, puis Ricard, il nous dit que une façon qu'a eu peut-être Beaugrand d'essayer de réconcilier ça, on remarque que dans la plupart des contes qu'il nous raconte, il va pas raconter une histoire comme telle, il va raconter l'histoire il va raconter quelqu'un qui est autour d'un feu de camp ou avec un groupe, et lui, il raconte l'histoire. Donc, c'est une façon
pour lui d'à la fois mettre ça sur papier, peut-être pour le faire passer à la postérité, pour être sûr qu'on en garde une trace, mais aussi d'essayer de perpétuer l'idée qu'il y a quand même quelque chose de l'oralité, puis du groupe, puis des anciens qui vont nous raconter des choses. Ça me fait penser au théâtre, dans le théâtre dont on avait parlé avec Cyrano. C'est vrai. Il fait parler des personnages. C'est vrai. Mais oui, excuse-moi, David, vas-y. Oui, il y a aussi un des éléments qui se souligne, qui est un peu là-dedans, mais il y a une différence fondamentale entre lire une histoire et se faire raconter une histoire. Tu lis une histoire, tu es dans le silence, tu es seul. Quand on te raconte une histoire, ben justement, il y a une relation, on rajoute des blagues, on rajoute de l'émotion. Probablement qu'il y a un verre d'alcool aussi en racontant cette histoire-là. Donc oui, il y a un élément important. Et je vais juste ajouter quelque chose, une autre citation pertinente, je trouve, de la part de Ricard. Il dit « Tandis que la parole folklorique, celle qui s'exprime à travers les contes et les légendes, émane d'un monde ancien, immémorial, fondé sur la pensée mythique, sur une vision rituelle ou répétitive du temps, sur la croyance au merveilleux et sur une participation étroite des individus à leur communauté d'appartenance, la littérature, elle, est fille de la modernité, c'est-à-dire de la critique, de la conscience historique et de la séparation du sujet individuel. On dirait même, en exagérant à peine, que là où naît la littérature, la mentalité traditionnelle ne peut que mourir. » C'est génial. Ouais. Donc, c'est la mise en distance. Justement, et nous, en tant que lecteurs, justement, on est un lecteur moderne. On a une mise à distance avec le texte en se disant, mais justement, le canot volant, ça n'existe pas. Ouais. Alors que si tu es sur un chantier, ben là, tu as plus de chances d'y croire. Et ce mélange de l'oralité et de la littérature, par Beaugrand, puisque c'est lui qu'on a lu, vous avez trouvé ça comment? Moi, ça m'a pas tellement plu. J'aime pas le mélange des registres. C'est-à-dire que ça ne m'aurait pas dérangé si ça avait été écrit à l'oral. Ça ne m'aurait pas dérangé si ça avait été écrit en prose, classique, disons. Mais il y a parfois des passages très bien écrits, parfois des passages où il y a l'oral. Et ce mélange-là m'agace un peu. Mais bon, comme vous l'avez dit, ce n'est pas... ça n'avait pas première vocation à être lu, là, donc je suis extrêmement indulgent envers ça, mais petit éditorial sur mes préférences de lecteur. Moi, ça m'a un peu agacé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Ben, je suis assez d'accord aussi. Puis ça rend compte aussi peut-être de qui était Beaugrand, de sa situation. Puis Beaugrand, bon, c'est pas quelqu'un qui, à la base... c'est quelqu'un qui était au Parti libéral, qui était anticlérical aussi. C'était un Montréalais, mais il s'est promené aussi beaucoup à travers le monde. Il était souvent peut-être en conflit avec le Québec rural, ultramontain de son époque, mais en même temps, il est attaché aussi. Absolument. Fait qu'il y a un peu un rapport amour-haine avec le Québec ou le Canada français de son époque. Absolument. Puis, il essaye de rendre compte de ça, mais en même temps, peut-être qu'il va trop forcer le trait sur certaines choses, puis ça va ressortir, je pense. Ouais. Ben, parlons-en de Honoré Beaugrand. Moi, je me suis tapé, mais pas au complet, là, en toute transparence, la biographie Honoré Beaugrand, La plume et l'épée de Jean-Philippe Warren, qui était vraiment très, très bien faite. Excellente biographie. Petit reproche à adresser à l'auteur un peu, parce que je trouve qu'il force un peu le trait sur l'anticonservatisme de Beaugrand. C'est-à-dire, certes, Beaugrand est un rouge, Beaugrand est un libéral, c'est un cosmopolite, il a voyagé partout à travers le monde, mais je trouve que Warren le décrit un peu trop facilement comme un anticonservateur, ce qu'il était au sens partisan du terme. Il était contre le Parti conservateur, mais je ne suis pas certain qu'il était philosophiquement anticonservateur. Quand il était aux États-Unis, il faisait... des pieds et des mains pour que les Canadiens français se rassemblent pour pouvoir se défendre. Il s'est engagé dans l'armée française par amour pour la France. Il pourfendait les Canadiens français pour leur frivolité envers l'héritage français. Il trouvait que c'était un scandale de voir le vieux Montréal se faire détruire par des nouveaux bâtiments. Il s'est engagé dans des sociétés folkloriques dont
la chasse-galerie est un des résultats pour sauver le patrimoine oral et littéraire, d'une certaine manière, des Canadiens français. C'est un bibliophile qui adorait les livres, les beaux livres. Il voulait conserver les livres, acquérir le plus de beaux objets. Donc, enfin, il m'apparaît très clairement qu'il avait un côté assez conservateur. Cela étant dit, c'est un libéral, bien sûr. Et après avoir soulevé cette petite critique, magnifique biographie, je le rappelle, Honoré Beaugrand, ça manquait à notre histoire, ce livre-là. Et vie incroyable, hein, Honoré Beaugrand, David? Ah oui, ça, il est allé combattre au Mexique avec l'armée française. J'ai vu aussi qu'il a été pâtissier à Philadelphie. Ouais. Il a été maire de Montréal. Il a été violonneux. Oui. C'est très, très riche. Et donc, tu soulignes le désir de transmettre, on pourrait le dire comme Absolument, oui. Parce que faut-il se rappeler, au 19e siècle, il y a une très forte émigration vers les États-Unis de Canadiens français. Et c'est à cette époque-là, par exemple, qu'il va rédiger Le fantôme de l'Avare, dont on parlera sans doute dans quelques instants. Donc, oui, clairement, il y a un désir de perpétuer ça. Et moi, ça me faisait penser à une citation qui est qui est quand même assez connue là, de Patrice de la Tour du Pin, peut-être que vous avez déjà entendu cette citation-là, qui dit « Un pays qui n'est... pardon, je reprends. Un pays... je vais le reprendre. Pour vrai. Un pays qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid. » Oui. Vous avez sans doute déjà entendu ça. Donc c'était un peu ça, c'est-à-dire que les légendes font partie d'un imaginaire, d'un référent, et on aime l'image donc de mourir de froid, c'est-à-dire de manquer de sens en quelque chose, parce que le sens, ces référents-là, ces mythes-là, c'est ça qui nourrit, qui donne du sens à la vie, qui donne du réconfort aussi. Et donc, à mon sens, donc là, évidemment, Patrice de la Tour du Pin, c'est au 20e siècle, c'est à part après, mais il est quand même habité, je pense, par cette idée-là. Là. Absolument. Mais c'est ça, grand voyageur, fondé plein de journaux, un lettré, mais un vrai de vrai lettré qui avait à cœur la vie de l'esprit, très certainement. Puis, juste le fait d'avoir mis par écrit comme ça des contes et légendes, ça illustre quel genre de personnage le type pouvait être dans un siècle qui... C'est curieux, hein, parce que c'est un siècle très conservateur, ultramontain, où les élites rappellent l'importance de la conservation, l'importance de perpétuer l'héritage, etc. Et c'est le rouge, c'est le libéral. C'est celui que les curés et le Parti conservateur traitaient d'annexionniste, de déraciné, d'élite mondiale, on dirait aujourd'hui. C'est lui qui met par écrit... donc, c'est un personnage vraiment riche, complexe, absolument fascinant. Je vous invite, vous et les gens qui nous écoutent, à vous intéresser à Beaugrand. Il était vraiment un grand personnage et je suis déçu d'avoir lu sa biographie à 31 ans et non pas quand je faisais mes études en histoire. Donc, voilà. Autre chose sur la chasse-galerie? Je pense qu'on peut passer... Oui, on pourrait passer aux autres. Oui, le loup-garou. Le loup-garou. Qui veut se lancer? Un petit résumé, David, t'es bon pour... C'est de l'intimidation intellectuelle, ça. Loup-garou, on connaît quand même cette histoire-là. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'histoire du loup-garou, c'est qu'il y a une très grande opposition entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Les gens de la ville, eux, ne croient plus, alors que les gens de la campagne, eux, ils croient. Et Ricard dit dans sa postface d'ailleurs qu'il ne prend pas trop position. Beaugrand, il reconnaît une certaine validité en quelque sorte aux deux. Et donc, c'est un des personnages qui raconte que, je pense que c'est son père ou quelque chose du genre. Qui est sur le navire. Oui, exactement. Et là, il voit des loups-garous au loin. Je pense qu'il va tirer notamment dans la forêt. Donc, comme tu vois pas trop la nuit, toi, tu tires dans le tas, comme on pourrait dire. Mais bon. Et là, je pense qu'un peu plus loin, il croise un loup-garou. Et il va couper une des pattes du loup-garou. Et il va se rendre compte le lendemain que la patte s'est transformée
en une patte d'Autochtones, de sauvages, comme il disait à l'époque. Donc, justement, à nouveau, et ça, c'est une preuve, c'est une relique en quelque sorte que, voyez-vous, c'est vraiment arrivé parce qu'il y a une main humaine ici, alors que la veille, c'était une main, c'était une patte de loup. Ouais. Pierre, tu avais des choses intéressantes à dire sur... Sur ce compte-là, oui. D'abord, avant d'en venir à ça, je voulais faire un lien avec ce que je disais au début. Là, encore une fois, dans cette légende-là, dans ce conte-là, il vient insérer des choses qui sont vraiment arrivées. Là, au tout début, il parle de ce qui se passe à Sorel. C'est là que le conte se passe, dans le comté de Richelieu. Sorel faisait partie à l'époque de la circonscription de Richelieu. Et il parle de la lutte épique entre Morgan et Bruno. Et là, il y aurait les Morgan, c'est les bleus, Bruno, c'est les rouges. Mais ça, c'était vrai. Donc, je suis allé faire la recherche et il y avait bel et bien Arthur-Aimé Bruno, qui a été député libéral fédéral de Richelieu de 1892 à 1907, élu 4 fois. Fait que là, il vient vraiment mettre le portrait. Il y avait vraiment des luttes comme ça. Puis là, il vient nous raconter ça. Justement, tantôt, quand on parlait de Beaugrand, qui est un peu, qui est libéral, mais qui essaye aussi de préserver, les traditions, dans ce conte-là, je trouve que c'est vraiment mis en scène, puis c'est vraiment ça qu'on essaye de voir. En fait, c'est autant sa personnalité à lui que ce qu'il essaye de préserver. Il y a vraiment les deux qui sont là. Les deux qui sont en opposition, comme tu le disais, les riches, pas les riches, pardon, mais les citadins urbains montréalais, athées, et qui sont rouges en général, versus les bleus qui sont en campagne. Mais on voit que, en fait, la façon qu'ils sont présentés, ils forcent un peu le trait aussi là, sur leur catholicisme, là, qui est presque caricatural avec toutes les bondieuseries de cette époque-là. Quand le personnage principal, qui est Pierre-Riche Brindamour, il raconte ce que son père a vécu avec les loups-garous. Il raconte que il tire dans le tas, mais justement, quand il tire, il prend des balles, mais il va les tremper dans l'eau bénite, puis c'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis après ça, une fois qu'il a épuisé ses balles, il va leur tirer un chapelet. T'sais, il met un chapelet dans son fusil pour tirer sur les loups-garous, en pensant que ça va vraiment réussir à les éloigner. Puis de fait, quand il tire son chapelet, le chapelet, il se défait en morceaux, puis c'est toutes les billes du chapelet qui s'en vont taper sur tous les loups-garous. Puis là, ils s'en vont. Là, ils s'en vont, c'est ça. C'est un peu forcer le trait sur un peu le Québec catholique rural de cette époque-là. Mais moi, ça me plaît, ce surcroît de symbolique. C'est amusant. Très joli. Un petit côté hollywoodien. Là. Le chapelet dans le mousquet. Ça m'amuse quand même beaucoup. Oui, David, moi, j'avais quelque chose à dire un peu sur... dans mon livre collégial que j'ai relu, les auteurs faisaient remarquer la permanence du mythe du loup-garou dans les contes et légendes québécoises, en disant que, c'est partagé avec les contes et légendes européennes, mais que chez nous, il y avait le loup-garou, mais il n'y avait pas, contrairement en Europe, le vampire. Et est-ce que vous avez une piste de réflexion sur pourquoi chez nous, il y a des loups-garous? Et pourquoi... Je sens que t'en as une. Oui, j'en ai une, mais elle vient pas de moi, là, mais... J'en ai pas. Non? A priori, non. Le vampire, c'est un noble, riche, cultivé, bien habillé, sombre, ténébreux, qui arrive dans un village ou dans une ville, ou que sais-je, et là, il y a un mystère autour de lui. Mais c'est impossible ici. C'est vrai. La noblesse, elle n'existe plus ici. Elle n'existe plus, et même quand elle existait, ce n'était pas une noblesse d'apparat, c'était des seigneurs défricheurs. Fais juste imaginer un conte, un grand conte hongrois, vampire, arrivé... Viens nous aider, là. On a du point. Tu sais, c'est comme le vampire est impossible au Canada français, impossible dans nos... Parce qu'il n'y a pas la culture du voyageur noble, ténébreux, cultivé, tu sais, l'espèce de grand seigneur, un peu à la Monte Cristo. Tu sais, Edmond Dantès, dans Monte Cristo, revient en se faisant passer pour un grand seigneur italien, puis ça passe crème. Mais imaginez ça ici, c'est pas possible. Bref, les loups-garous, on a conservé, mais le vampire, les racines n'ont pas prises.
il jetait la terreur en Europe pendant longtemps. Ouais. Les nombreux morts qui étaient faits par les loups, les attaques de loups, ils en sont venus à un moment donné à quasiment éradiquer les loups en Ouais. Europe. Là. En France, pendant longtemps, il y en avait à peu près plus. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est en train de revenir, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc oui, tout ça a pu être utilisé aussi pour alimenter les histoires de loups-garous. Il y avait la même chose ici, là, au Canada français. Là, Oui, en effet. absolument. Ouais. Donc, il pouvait y avoir une source. Mais en plus, là-dedans, on mêle toutes sortes de choses, comme là-dedans, un loup-garou, c'était une autochtone. Ouais. Il y a toutes sortes de mythes et légendes aussi qui tournent autour des autochtones. Ouais. Soit, en fait, des mythes autochtones qui sont transposés dans le Canada français, soit toutes sortes d'histoires que les Canadiens français se racontent sur les autochtones. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ouais. Fait qu'on est venu mélanger les deux univers. Mm-hmm, mm-hmm. Et petite anecdote, la légende du loup-garou se passe sur un bateau et c'est le fils et son père. Ben, c'est exactement... c'est calqué sur la vie de Beaugrand. Son père avait des navires, puis quand il était plus jeune, il travaillait dessus. Et je pense que c'est le même chemin qu'il faisait. Donc, j'aime à croire que le père et le fils se racontaient la légende du loup-garou sur le navire et que... Oui, la majorité des légendes, faut-il le souligner, se déroule à Lanoret. Ouais. Et donc, lui, il vient de Lanoret, justement. Exactement, oui. Loup-garou, ça y est? Oui. Autre chose? Moi, ça ferait le tour. Quoi d'autre? La bête à grande queue. Oui. Très drôle comme légende. Ouais. C'est encore moi qui ai le privilège de résumer. T'es tellement bon là-dedans. Donc, on a Fanfan Lazette, qui est un personnage assez particulier, qui aime l'alcool. On revient avec ça. Ouais. Qui dit qu'il y a toute qu'une histoire. Puis d'ailleurs, il se vante pas mal. Il dit, écoute, moi, j'ai vécu quelque chose de spécial, puis toi, t'aurais jamais été capable de vivre ça. Et il dit ça à des avocats. Donc, encore une fois, le non-éduqué qui fait comme, regarde, moi, je la connais, la vie, là. Puis toi, avec tes habits, puis regarde ton barreau, puis... bref. Mais dans ce récit-là, Fanfan Lazette, il a l'air fou, par contre. Oui, il a l'air... donc, il raconte qu'il a combattu la bête à grande queue. Et donc, en fait, la bête à grande queue serait une espèce de bête un peu mythologique, issue un peu de l'enfer. Là. C'est pas exactement clair. La figure du diable. La figure du diable, exactement. Donc, une bête qui ressemble à une vache avec une longue queue rouge. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'à un certain moment, il était proche de la rivière d'Autreil. Mm-hmm. Et puis, il a été face à face avec cette bête. Et il s'est battu avec la bête. Toute qu'une scène. Il réussit à lui couper la queue. Et la bête finit par se noyer dans la rivière. Et là, il dit, regardez, j'ai réussi à faire ça. J'ai même encore la queue. Donc, j'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le diable. Je suis absolument incroyable. Le lendemain ou le surlendemain, je me rappelle plus trop, il y a un des agriculteurs qui dit, là, il y a quelqu'un qui a tué mon taureau. Et ce qui est arrivé, c'est que à la ferme, si on veut, il y avait une porte ou une clôture qui était fraîchement peinte en rouge. Et le taureau en question a frotté sa queue à plusieurs reprises sur la porte. Donc, la queue est devenue une espèce de rouge écarlate. Donc, autrement dit, Fanfan Lazette, il était chaud, il était sous. Complètement sous. Il a tué un taureau, au final, mais il est convaincu d'avoir vaincu le diable. Il y a vraiment quelque chose de drôle là-dedans. Oui, mais en gros, c'est ce conte-là qui est assez court, mais très amusant. Ouais. C'est une histoire de gars à la brosse qui a vraiment très mal viré. Ils ont fini par tuer un taureau en pensant que c'est une créature maléfique. Oui, c'est vraiment très bon, celle-là. Ouais. Mais, des choses à dire. Oui. Ben, à la toute fin du récit, il y a une espèce d'épilogue où là, il y a il y a des audiences. Là, exactement, parce que là, Fanfan Lazette, il se fait accuser d'avoir tué le taureau, mais lui dit non. J'ai tué le diable. J'ai tué le diable, c'est pas pareil. Donc là, il y a un jugement, je pense qu'il vaut la peine d'être lu. Oui. Qu'à l'avenir, le dit Fanfan Lazette soit forcé de faire ses Pâques dans les conditions voulues par notre Sainte Mère l'Église, ce qui le protégera contre la rencontre des loups-garous, bêtes à grande queue et feux follets quelconques en allant à Berthier ou ailleurs. Parce que justement, ça revient aussi. Fanfan Lazette, c'est quelqu'un qui va pas à l'église, c'est pas un religieux. Mm-hmm. Donc, ben là, regarde, là, tu prétends que tu as vu le diable. Ben, la manière de régler ça, c'est que tu ailles à l'église. Mm-hmm. Donc, à nouveau, on reprend ça. Deuxième point du jugement, que le dit FX 30, donc ça c'est l'agriculteur, soit forcé de renfermer ses taureaux de manière à les empêcher de fréquenter les chemins publics et de s'attaquer aux passants. 3.
que les deux intéressés en cette cause, les susdits Fanfan Lazette et FX Trump, soient condamnés à prendre la queue coupée par Fanfan Lazette et à la mettre en loterie parmi les habitants de la paroisse afin que la somme réalisée nous soit remise à titre de compensation pour notre arbitrage, donc aux avocats, aux juges, pour suivre la bonne tradition qui veut que dans les procès douteux, les juges et les avocats soient rémunérés, quel que soit le sort des plaideurs, qui sont renvoyés dos à dos, chacun payant les frais. Donc ici, on vient un peu couper la poire en deux. Oui, ben, c'est ça qu'il dit juste avant le jugement. Il dit, considérant qu'en face de témoignages aussi contradictoires, il est fort difficile de faire plaisir à tout le monde. Attends, c'est pas contradictoire. Il y a un gars sous qui a attaqué un taureau. Il a coupé la queue en pensant que c'était le diable qui paye. Là. Ça n'a aucun rapport. Il s'en sort bien quand même. Oui, il s'en sort bien. Mais lui, il continue son point. Lui, garde, j'ai tué le diable. Dites-moi merci et ne me traînez pas en justice. C'est drôle. Autre chose sur celui-là, on passe au prochain? On peut passer au prochain. Je peux y aller pour la description, cette fois-ci, le résumé. Le prochain, c'est McLoone. McLoone qui nous parle d'un jeune surnommé McLoone, mais qui, en fait, il s'appelle Maxime. Il est appelé McLoone par sa mère, qui prononce mal. Et en fait, c'est celui... En fait, il nous est décrit comme étant absolument laid. Ouais. C'est un enfant qui est physiquement horrible, mais qui est très gentil, mais par ses déformations, il a même de la difficulté à parler. Donc, il est limité. Il est très, très, très limité. Il doit gesticuler un peu même pour se faire comprendre. Tout le monde l'aime un peu dans le village parce qu'il est quand même profondément gentil. C'est genre la bonté pure. Puis il est aussi quelqu'un de très entreprenant, puis il s'en va vendre ses choses à Montréal, puis il vend des fruits, etc. Il tombe amoureux de Marie Joyelle, qui est orpheline, maigre, pauvre, décrite comme laide, elle aussi. Mais elle aussi, elle tombe amoureuse de lui. Et sauf que là, le village, ils les voient ensemble aller à l'église à la messe et ils aiment vraiment pas ça. Ils se disent, voyons donc, on peut pas les laisser faire des enfants ensemble puis se marier. Qu'est-ce que ça va donner comme progéniture, etc. En fait, c'est surtout les notables qui exact, oui. Et le prêtre. Exact. C'est le prêtre, le médecin, le notaire, l'avocat, etc. Les notables du village qui complotent un peu pour les empêcher de s'unir. Et ils vont les empêcher. En fait, le curé va lui dire, non, gars, je vais pas prononcer ce mariage-là. Hors de question. Puis, après ça, ils finissent par se voir une dernière fois. Et là, c'est les pleurs, etc. Ils se séparent, s'en vont chacun de leur côté. Mais ils ont passé la nuit sous la pluie. Puis ensuite, chacun s'en va mourir, chacun de son côté. McLoone qui lui dit, moi, ça me sert plus à rien de vivre si je suis pas avec toi. Il s'en va, il meurt parce qu'il a attrapé une pneumonie cette nuit-là. Il décède, puis elle aussi, elle va mourir peut-être un mois après, puis ils sont pas enterrés ensemble non plus. En gros, c'est quand même profondément triste comme histoire, là, du début à la fin. Là. Comme la version canadienne-française de Roméo et Juliette. À peu près, oui. Mais c'est tragique. Non, mais c'est tragique. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, la méchanceté du Québec clérical, là, les petites élites qui se mêlent des mariages des autres, qui disent qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui est pas décent. Québec moralisateur, un peu, le Québec profond moralisateur canadien-français qui s'explique historiquement, mais quand même, c'est fâchant. Hein? Je sais pas... Absolument. C'est un des, je pense, le seul récit peut-être là, du recueil où ça me semble assez anticlérical comme récit. Donc, dans les autres, il y a un préjugé positif à l'égard de la religion, de ceux qui ne suivent pas la religion, les préceptes de la religion vont croiser le diable. Et ici, on voit vraiment le clergé, les notables s'opposer à un amour authentique, au final. Donc, là, on voit peut-être justement le côté plus rouge, peut-être, de Honoré Beaugrand dans ce récit. Et il y a un petit élément qui dit McLoone, il souffrait d'une pleurésie mortelle. Donc, pleurésie, c'est une maladie de poumon. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais pleurésie mortelle, on entend le mot pleur. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots ici avec il est mort de tristesse, en quelque sorte. Que ce soit à dessein ou non, ça me plaît de penser que ce soit volontaire de la part de Beaugrand. Là. Donc, justement, une mort de peine, parce qu'il n'est pas avec sa douce. Moi, j'en ai un autre extrait. Je crois que c'est le curé. Oui, c'est le curé qui lui dit, quand McLoone dit « Je veux me marier avec Marie Joyelle, Marichette Joyelle », il dit « Faut pas y penser, mon pauvre Maxime. T'as pas les moyens de faire vivre une femme. Et ta pauvre mère, que deviendra-t-elle sans toi pour lui donner du pain? »
est-ce que je peux choisir ma femme sans que ma mère soit dans le portrait? Enfin, je pense à ta mère. Non. Non, faut pas dans ce cas-ci. Dans le Québec de l'époque, Oui, je sais. en plus, il est orphelin de père. Arrête, c'est vrai que s'il s'en va, arrête. la mère est abandonnée. Arrête de mettre de l'eau dans mon vin. Ben, c'est ça quand même. Ben oui, je sais, t'as raison. Mais c'est un beau récit. Mais justement, je trouvais que dans ce récit-là, mais d'ailleurs, faut-il souligner, il n'y a aucun élément fantastique. Non, c'est vrai. C'est pas un conte. Si ce n'est que McClune est vraiment magané, on va le dire comme ça. Il y a quelque chose d'un peu mythique là-dedans, mais il n'y a aucun élément fantastique d'une quelconque manière. Et donc, un récit extrêmement triste. Et j'ai l'impression justement que moi, je trouve, sur le plan littéraire, peut-être c'est mieux réussi parce que justement, on s'éloigne peut-être un peu plus de la culture populaire, de l'oralité. Et je l'avais trouvé mieux réussi. Et je tiens à citer la conclusion du récit qui est très belle, mais très triste aussi. Ces deux pauvres déshérités de la vie, du bonheur et de l'amour n'avaient même pas eu le triste privilège de se trouver réunis dans la mort, sous le même tertre, dans un coin obscur du même cimetière. Donc finalement... c'est des déshérités de la vie. Ils n'ont absolument rien pour eux. Oui, c'était très touchant comme petite histoire. Ouais, j'avais des élèves qui ont pleuré à la fin du récit. C'est vrai? Ouais. Mais c'est très beau. Et effectivement, mieux écrit. Franchement, mieux écrit. Le père Louison? Oui. Père Louison... C'est à toi. Là, c'est à toi. Là, tu peux pas lancer la balle à quelqu'un d'autre. Je voulais faire le fantôme de l'avare, mais là... Bon, le père Louison, c'est un type assez âgé qui habite sur le bord du fleuve puis qui fait ses petites affaires. Puis qui est connu de tous, mais sans plus, il me semble. Et puis là, il y a un jeune truand qui vient le voir pour... Je me souviens plus. Certains diraient un petit Chris. Pas moi. Pas moi, mais certains diraient ça. Qui vient le voir, là, finalement, il s'engueule. C'est que le jeune, il est en train d'essayer de... Il bat son chien après avoir essayé de le noyer. Si je me trompe. C'est ça qui se passe. Et là, le père Louison arrive, il dit « Arrête de faire ça ». Le jeune lui met un poing sur la gueule. Et c'est ça. Hein? Et le père le frappe. C'est le père qui frappe... Exact, excusez. Vous voyez qu'est-ce qui arrive quand c'est moi qui résume? Bref, le père du petit le frappe. Là, le père Louison, il pète un câble. Il le tabasse, il essaye de le noyer. Finalement, le père du petit, il le sauve... Il le sauve in extremis, puis finalement, le village se ligue contre le père Louison, décide d'aller rendre justice, et quand ils arrivent à la maison du père Louison, le père Louison a disparu. Puis il y a une personne qui dit « Ah oui, je le connaissais de très loin, le père Louison. Il est arrivé quelque chose de semblable quand on était jeune. On se disputait de même femme, et il s'est mis en colère, il a tabassé quelqu'un, puis il a disparu. » Donc... voilà. Je ne sais pas si c'était bien résumé, mais c'était résumé. Correct. Correct. Il y a du travail à faire. Un commentaire là-dessus, moi j'en aurais un. Vas-y. Les colères stériles. On se fâche, hein? On se fâche, puis on se met en maudit, puis on part, puis il n'y a rien qui s'est arrangé, mais on a prouvé notre point parce qu'on se fâche. Je sens enfantin un peu, mais c'est ça. Ben, c'est une des... Moi, je trouve que c'est peut-être la légende qui a le moins d'affaires dans l'eau. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc, oui, dans le cas de McClune, il n'y avait aucun élément fantastique, mais comme je le disais, McClune était particulier. Mais là, le père Louison... c'est un colérique, à un moment donné, il disparaît, mais c'est pas tant que ça mystérieux non plus de ne plus être là. Donc, on aurait pu l'enlever, j'ai l'impression. Tout le monde aurait D'ailleurs, je remarque que plus on avance dans le livre, dans le recueil, il y a 5 contes qui sont là-dedans. En fait, plus on avance, c'est de moins en moins quelque chose de mythologique ou de mythique. Ça devient de plus en plus réaliste et très concret. Sauf pour le fantôme de l'avare, qui est assez mythique, mais bref, je vais me dédouaner en disant que moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est pour ça que je l'ai mal résumé. Mais tu as raison quand tu dis que McClune, il n'y avait rien de fantastique. Mais
l'histoire a sa place dans le livre parce que non, il n'y avait rien de fantastique, mais il y avait quelque chose du Quasimodo chez lui. Exact. Ouais, exact. Tu sais, un bossu, un difforme, quelqu'un qui... Donc, on est quand même dans l'esprit fantastique et non pas dans le fantastique. Mais effectivement, le père Louison, c'est un type mystérieux qui se fâche puis qui s'en va quand il est fâché. Voilà. Exact. Ben, lançons-nous dans le fantôme de l'Avare. Bon, moi, je pense que c'est mon préféré. Moi aussi, je vais le résumer. Vas-y, mais là, je te donne une note après. C'est un type qui est perdu parce qu'il y a une... Là, j'ai de la pression parce qu'il y a une très grande tempête. Et puis là, il y a un type dont j'oublie le nom parce que j'oublie absolument le nom de tout le monde. Et qui se rend compte que la tempête est trop forte et qu'il doit aller cogner à une maison, sinon il va se retrouver enseveli. Et puis, il voit une maison qu'il n'avait jamais vue avant, qui ne connaissait pas, qui n'a pas tellement rapport dans le chemin qu'il emprunte très, très souvent. Il va cogner pour demander le gîte et le couvert. C'est un homme qui lui répond, un homme qu'il ne connaît pas non plus, qui lui offre le gîte et le couvert, et puis qui lui demande « Qui es-tu? » Je connais toutes les maisons de la paroisse. Je connais tous les gens de la paroisse et je ne vous connais pas, je ne connais pas votre maison. Et le type lui dit, j'étais un Richard, j'étais très riche. Et un jour, comme aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé le gîte et le couvert alors qu'il y avait une très grande tempête à l'extérieur. Et j'ai fait comme si je n'entendais pas à la porte. Je ne lui ai pas offert le gîte et le couvert. Et le lendemain, je l'ai retrouvé mort. Parce qu'il avait peur de se faire voler son argent. De se faire voler son argent, effectivement. Et pour me punir, Dieu m'a dit de rester sur Terre jusqu'à ce qu'une situation similaire apparaisse et je puisse racheter mon âme en offrant le refuge à quelqu'un qui était pris dans une tempête. En fait, c'est ça. Lui, il va mourir dans un incendie. Et Dieu va dire, avant d'aller au paradis, au ciel, tu vas justement... je me souviens plus si c'est à Noël ou la veille du jour de l'an. Là. Je me souviens plus. Mais, c'est à la veille du jour de l'an. La veille du jour de l'an aussi. Donc, c'est ça, tu vas attendre que quelqu'un, dans la même situation dans laquelle tu as privé quelqu'un, en fait, là, puisse se présenter. Là. C'est d'ailleurs, ça se passe la veille du jour de l'an 1858, à mi-chemin entre l'église de la Vallerie et de la Noret. C'est exactement au même endroit qu'à la Chasse-Galerie. Où le canot passe. Exact. Non? Le canot passe par là, mais en fait, eux, ils s'en vont à la Vallerie aussi, la veille du jour de l'an 1858. Ça se passe dans le même village. Ils vont pas à Deux-Montagnes? Non, ils s'en vont à la Vallerie. OK, d'accord. Oui, ça se passe exactement. Ils passent par Deux-Montagnes. Ils passent par Deux-Montagnes. Ah oui, parce qu'ils partent de Gatineau, de la Gatineau. Oui. Okay. Exact. Bon, vous voyez comment... Sur 10, résumé? C'est pas mal. C'est bon, c'est pas mal, ça passe. Délicieux conte. Oui. Vraiment. Belle morale, qui touche à un trait, un défaut qui a été souvent mis en exergue dans la culture québécoise, canadienne, française, l'avarice, notamment avec un personnage comme Séraphin. Là, c'est une espèce de... une variation du mythe de l'avare, un peu plus sympathique, un peu plus magique. Mais moi, j'ai bien aimé. On punit l'avare. J'aime cette idée. Je crois que c'est le défaut qui me rebute le plus, moi, l'avarice. Alors, c'est un des contes que j'aime le plus. Il y a une belle morale, mais ouais. C'est Jean-Pierre Baudry, le nom qu'on cherchait tantôt. Donc, Jean-Pierre Baudry, donc, la veille du jour de l'an, quelqu'un cogne. Il se dit, là, je veux protéger mon argent. C'est peut-être un voleur, donc je lui ouvre pas. Finalement, c'est pas un voleur et il meurt. Mais imaginons que c'était un voleur. Donc, tu sais, c'est-à-dire que je me dis toujours, c'est facile après coup de dire, quelle erreur t'as faite. Mais imagine qu'il avait raison. Imagine qu'il avait raison que c'était en effet un voleur. Non. Il y a une tempête à l'extérieur, quelqu'un cogne à ta maison. On peut très bien imaginer que c'est quelqu'un qui vient chercher refuge, mais j'entends ce que tu dis, mais je refuse. Il y a une maxime de La Rochefoucauld qui dit qu'on est mieux d'être trompé par ses amis que de se méfier de ses amis. Je pense que ça s'applique un peu ici, c'est-à-dire il aurait été préférable qu'il se fasse voler que de refuser
que de refuser le gîte et le couvert à quelqu'un qui en avait vraiment besoin, ouais, et qui est mort finalement. Donc, bien essayé, mais non. Pierre? Puis d'ailleurs, on parle depuis le début de Honoré Beaugrand qui est anticlérical, etc. Mais le livre se termine sur une prière. Pas le livre, mais ce conte-là se termine sur une prière. C'est par sa morale et tout qui enseigne la charité. C'est peut-être le conte le plus catholique de tout le livre, j'ai trouvé. Oui, absolument. C'est peut-être sa façon à lui de venir se réconcilier. Pas se réconcilier, mais faire... comment dire, pas amende honorable, mais essayer de trouver le juste milieu ou le bon côté dans chaque chose. Ouais. Mais tu sais, Beaugrand était anticlérical, mais n'était pas anti-catholique. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que je crois qu'à peu près tout le monde s'entend aujourd'hui, mettons, pour dire que non, les curés n'avaient pas rapport dans la politique et la vie publique en tant que telle. La vie publique, c'est la vie des citoyens qui délibèrent entre eux sans pression morale, dans le meilleur des cas, dans l'archétype. C'est ce que Beaugrand dénonçait, mais il n'était évidemment pas contre l'Église catholique, qui voyait comme une institution absolument essentielle à la survie des Canadiens français. Donc oui, ça vient réconcilier, mais je vois pas tellement de contradictions avec sa philosophie ordinaire et générale. Il y avait à un certain moment, justement, on dit tantôt, c'était en 1858, et ça se passe il y a 70 ans de ça, n'est-ce pas? Et dans la maison de Jean-Pierre Baudry, il y a des armes qui datent d'avant la conquête. Donc, il parle du régime français. Ouais. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Donc, l'inscription dans une histoire plus large. Là, donc, oui, absolument. Parce que c'est plein de petits éléments comme ça qu'on retrouve ici et là dans le récit et qui font toujours sourire, qui sont toujours très intéressants. Le père Louison, il n'y avait pas aussi un mousquet vieux que de la Nouvelle-France et l'imaginaire franco-français de Honoré Beaugrand, évidemment, qui a fait de multiples voyages à Paris. Exact. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose pour les contes de Honoré Beaugrand? Non, sinon qu'à la fin, Beaugrand il a rajouté aussi d'autres récits. Ouais. Je pense même qu'en tout cas, dans la version que moi j'ai, le fantôme de Lavare faisait partie des autres récits qui ont été rajoutés et non pas du recueil original. Recueil, OK. Parce que ce que j'avais vu, c'est que dans le recueil original, le fantôme de Lavare n'était pas là. D'accord. Il a rajouté après. Il y en a deux autres peut-être qu'il a écrit. Il y en a un personnellement qui ne m'a pas marqué. Là. C'était les hantises de l'au-delà. Il y en avait un autre, une légende du Nord-Pacifique. Ça, il l'a publié en 1893. Et là, il raconte en gros, pour résumer brièvement, quelqu'un qui part de Vancouver, il fait le trajet en train dans le Canadien Pacifique. Puis là, il voit quelqu'un qui est là, qui est un peu mystérieux. Et lui, il se révèle qu'en fait, il est vieux de plusieurs siècles, si c'est pas même de plusieurs millénaires. Puis il a vu l'évolution du monde, puis etc. Puis il vient un peu raconter, mettre en parallèle l'histoire de tous les dominés du monde, de tous les peuples oppressés à travers le monde, puis comment maintenant les Occidentaux, les chrétiens vont regarder les autres cultures, les autres croyances un peu de haut, mais en fait, eux aussi font des horreurs, un peu comme les autres peuples que les chrétiens regardent, puis ils disent, là, vous êtes arriérés, etc., vous faites toutes sortes de massacres, mais l'Occident chrétien fait aussi des massacres. Puis là, il raconte toutes sortes de choses comme ça, puis à un moment donné, le petit bonhomme disparaît. Il n'est plus là, puis il n'est même pas inscrit dans le registre des passagers du train. Donc, c'est ça. C'est plus un conte ou un récit qui vient nous montrer, qui sert à venir relativiser les bienfaits supposés de l'Occident chrétien. Ouais. Ouais. Ce qui est quand même curieux pour un libéral comme Beaugrand, d'une certaine manière. Pourquoi? Libéraliste du 19e siècle, il y a cette intention de comme importer... disons, la société capitaliste des droits individuels et de la culture occidentale. Il doit être sous ce rapport-là, donc, que cette culture occidentale-là ou ce modèle occidental-là... est universalisable. Oui, exact, en effet. Mais c'est aussi à une époque, là, au même moment, la France commence à aller coloniser différents endroits, se lance dans la conquête de l'Indochine, notamment. Puis, il y a eu un débat à l'époque entre deux républicains dits libéraux, Clémenceau et Ferry. Puis justement, il y avait déjà cette opposition-là où Jules Ferry qui dit, au nom des droits de l'homme, au nom de la grandeur du progrès,
on doit aller coloniser le reste de la planète. Puis Clémenceau qui dit... on va aller chercher l'Alsace-Lorraine d'abord. Il faut aller chercher l'Alsace-Lorraine d'abord. Puis Clémenceau qui dit il n'y a pas de peuple supérieur ou inférieur, etc. Peut-être que Beaugrand se rattache un peu plus à la vision qu'avec Clémenceau, sans qu'il y ait nécessairement un lien entre le débat en France puis ce que dit Beaugrand. Peut-être qu'il n'en a jamais entendu parler, je ne sais pas. Mais c'est un peu... certainement que les mêmes conflits intérieurs, les mêmes tensions, les mêmes débats devaient se produire ici. Même si le Canada français n'était pas une puissance coloniale. Là. Non, mais Beaugrand était très au fait de ces débats-là, lui qui était absolument francophile. Oui, probablement, c'est vrai. En terminant, moi, messieurs, je voulais parler de l'actualité des contes et légendes du Québec. Par notamment les bières de microbrasserie qui reprend l'imaginaire des contes et légendes pour sur son esthétique. Là. Disons, là, j'ai apporté ici la maudite de Unibrou, où on voit un canot avec le diable, un canot volant avec le diable. Donc, littéralement, est-ce qu'on le voit bien? Oui, génial. Avec le diable qui incarne une chasse-galerie. J'en ai pris une autre où il y a la Corriveau. La Corriveau qui est un conte, qui est une histoire vraie, c'est-à-dire Marie-Joseph Corriveau a tué son mari au 18e siècle et elle a été pendue puis exhibée dans une cage dans le coin de Québec. Je me souviens plus exactement la ville. Et ça a donné lieu à tout plein de récits là, de contes et légendes, là, comme par exemple dans le livre « Le Québec en contes et légendes », on parle de la Corriveau comme ayant tué 7 de ses maris. Puis, voilà, juste simplement, je suis heureux de voir que cet imaginaire se poursuit un peu dans les produits du quotidien, comme la microbrasserie. Oui, c'est ça. Donc, des éléments de culture populaire, on a parlé du film, on a parlé de la chanson, la chanson de Claude Dubois, mais aussi celle de la bottine souriante. Donc, c'est quand même, c'est tous ces éléments-là nourrissent encore aujourd'hui un imaginaire, une économie, en quelque sorte. Là. Donc, il y a un travail et je pense que c'est un peu ça aussi l'objectif du balado, un travail de transmission. Oui, très juste. Oui, en effet. Puis je pense que c'est beau de voir que ça se perpétue comme ça. Puis on voit que ces traditions-là, même s'ils se détachent de plus en plus du quotidien des gens d'aujourd'hui, là, les gens aujourd'hui ne vivent pas comme les gens du Québec du 19e siècle ou du début 20e, mais c'est important de continuer à les perpétuer puis à maintenir ce folklore-là d'une façon ou d'une autre. Absolument. Ouais. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous encourage évidemment en terminant à vous abonner à notre chaîne, à jeter un œil à notre Patreon dans la description de la vidéo et d'être au rendez-vous d'un prochain épisode de Magnum Opus. À bientôt.